j'ai une question sur le contenu des études de droit. Qu'est-ce qu'on apprend concrètement et quels sont les attendus en général? Toutes les facultés ne proposent pas les mêmes matières, notamment en licence. On a des matières qui vont revenir systématiquement en licence parce qu'elles sont très importantes. C'est le cas du droit constitutionnel, c'est le cas de l'introduction au droit privé, les deux matières étant généralement enseignées en première année. C'est le cas du droit administratif, parfois du droit fiscal, du droit de la famille aussi qui fait partie du droit privé. Et généralement, en fait, si vous avez dû le comprendre, c'est des matières qui n'ont pas grand-chose à voir entre elles. On a aussi du droit pénal en licence qui est proposé normalement dans toutes les facs. Et pour les définir assez rapidement, donc le droit pénal, c'est le droit que les gens connaissent assez généralement. Donc c'est le droit qui s'intéresse aux infractions. Le droit de la famille, c'est ce qui va régler tout ce qui est problèmes familiaux de type mariage, de type adoption, de type divorce, tout à fait, malheureusement, effectivement. Après, on a tout ce qui est donc droit constitutionnel administratif, qui est du droit public. On a du droit fiscal, qui est tout ce qui s'intéresse, j'allais dire à la fiscalité, mais plus précisément à tout ce qui est imposition, tout ce qui est taxes, etc. On enseigne généralement ces matières-là en licence, donc c'est un petit peu éloigné les unes des autres, mais c'est justement pour donner des notions générales aux étudiants pendant ces 3 premières années et aussi pour leur permettre de commencer à choisir ce qu'ils voudraient exercer dans leurs années de master, qui sont plus spécialisées. Et c'est des matières qui varient selon les facs, comme je le disais par exemple, ma petite sœur qui est en première année à l'université Paris 5, donc Descartes, dont le campus se trouve à Malakoff, a des matières qui sont pas celles que moi j'étudiais. Elle a notamment une mineure qui s'appelle problème économique, qui se rapproche un petit peu des mathématiques, ce qui à Paris 1 n'était pas enseigné en première année par exemple. Donc ça va vraiment dépendre. On a aussi par exemple, il me semble à Cergy, j'ai conversé avec une amie qui est encore à l'université de Cergy en ce moment en master 2, qui m'expliquait qu'en entrant en licence, il y avait le choix entre un parcours français et un parcours international dès la première année. Et il me semble ne pas me tromper, à vérifier tout de même, mais en tout cas je sais que plusieurs parcours existent selon les universités. C'est pour ça qu'il est aussi intéressant de se renseigner sur les universités qu'on souhaite intégrer. C'est vraiment selon la mentalité de la fac, c'est eux qui choisissent les matières qui vous enseigneront, mais généralement on a des matières fondamentales qui sont les matières que je citais précédemment, donc droit constitutionnel, droit administratif, droit des affaires, etc., etc. Que ça a beaucoup d'importance de choisir la bonne université si on veut quand même avoir une licence qui est plus en phase avec ce qu'on recherche dans le droit, c'est ça? Alors pas nécessairement, je dirais plutôt que si on sait déjà ce qu'on veut faire quand on entre en études de droit, ce qui était mon cas en fait, j'ai toujours su que je voulais faire du droit des affaires parce qu'il y a justement l'aspect économique de la prépa D1 que j'ai fait qui m'intéressait beaucoup. Ça va être assez compliqué, il me semble, de ne pas aller dans la fac de droit de son secteur. Que si on a un parcours qui nous intéresse dans une autre fac, il faut toujours postuler. Enfin, ça coûte rien du tout, mais absolument pas être déçu si on est dans sa fac de secteur. Parce que de toute façon, là, j'ai des camarades avec moi dans mes TD en Master 1 de droit des affaires à Paris 1 qui étaient à Créteil l'année dernière, d'autres qui étaient à Sceaux, d'autres qui étaient à Aix-Marseille. On a tous un niveau similaire, en fait. Il n'y a pas de différence. Il y a le même bagage, en fait, le bagage général, exactement. Et après, il y a quelques éléments en plus ou en moins. Tout à fait, c'est exactement ça. Oui, comme le disait très justement William, il y a un socle de connaissances communes et c'est pour ça, je pense qu'on commence par l'étude du droit constitutionnel puisque c'est vraiment aussi dans un objectif de former des citoyens, de savoir que le premier texte le plus important en droit, c'est la Constitution qui garantit ces droits et des droits qui sont opposables à l'État. Donc on est dans un État de droit. Donc c'est pour ça, je pense, que l'on commence par l'étude de cette discipline. Après, ce que l'on peut constater, c'est qu'il est difficile de définir le droit puisque on se rend compte que c'est une matière qui irrigue l'ensemble de la vie des citoyens, des entreprises. Donc dès qu'il y a une interaction finalement entre deux personnes, il y a du droit qui se forme. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de matières que de problèmes qui pourraient se poser entre les personnes. Après, plus concrètement aussi, il y a le droit des contrats, par exemple, dès qu'une personne souhaite réaliser une transaction avec une autre personne, il se forme entre elles un contrat. Qu'est-ce qui sous-tend ce contrat? La volonté des deux personnes? Qu'est-ce que prévoit ce contrat? Voilà, c'est l'ensemble des garanties que vont prendre les personnes l'une à l'égard de l'autre pour éviter, lorsqu'il y aura un conflit, de savoir comment le régler de la manière la plus efficace, plus juste possible. Donc après, il y a le droit du financement des entreprises que j'ai pu étudier en Master 1 où une entreprise a un projet, a besoin de se financer. De quelle manière va-t-elle le faire? Est-ce qu'elle va avoir recours à une banque? Est-ce qu'elle va faire appel à des investisseurs privés, à sa famille? Donc il y a autant de matières que d'enjeux, si je puis dire. Justement sur le fait qu'en droit, dans les études de droit, il y a une sélection qui est assez forte. Je crois qu'on a à peu près un taux entre 30 à 60% des étudiants qui ne passent pas malheureusement la première année. Comment on peut savoir en tant que lycéen qu'on va pas perdre son temps en faisant des études de droit? Écoutez, je pense que même quand on s'investit dans quelque chose qui nous passionne, on n'a jamais la certitude fait pour ça. Il y a des moments de doute, même moi qui ai obtenu le barreau, je me pose encore des questions alors que j'ai réalisé l'objectif que je m'étais fixé. Et je pense que ça va s'acquérir avec le temps. Mais si vous êtes curieux,
curieux, que vous aimez réfléchir, que vous aimez le challenge et que vous aimez en fait réfléchir sur des problèmes et pouvoir essayer de forger des solutions, si vous avez un esprit créatif, de la rigueur, je pense que le droit peut parfaitement s'inscrire dans votre projet. Je rejoins totalement Isma sur ce qu'elle vient de dire. Je dirais que de façon générale, on ne perd pas son temps en fait, peu importe la filière dont il s'agit, en se destinant à un certain type d'études en première année. Il y en a beaucoup qui se plantent. La majorité des gens, il me semble que c'est 50% de gens qui se réorientent en première année. C'est pas un problème, c'est normal en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Souvent le droit, quand on en parle, c'est pas ce que les étudiants envisagent en première année. Il y en a beaucoup qui tombent des nues, il y en a beaucoup qui décident d'abandonner, il y en a d'autres qui décident de s'accrocher, soit parce qu'ils veulent faire un métier en rapport avec le droit, soit parce qu'ils ont envie, parce qu'ils sentent que c'est intéressant dans le fond et qu'il faut aller plus loin. Mais quoi qu'il en soit, il faut pas avoir peur de se tromper dans le supérieur. Moi aussi, j'ai redoublé ma première année de droit. Ça m'a pas empêché d'arriver en master 1 aujourd'hui. Pour rejoindre Isma aussi, je suis en master 1, mais je me pose toujours des questions sur mon orientation. Vous avez beaucoup de gens qui, en L2, ont finalement décidé de passer des concours pour aller en L3 dans un truc totalement différent. Des gens qui, après la licence, ont fait des masters dans des domaines différents. Des gens qui, dans ma promotion en master 1, passent des concours des écoles de commerce, par exemple, pour entrer dans un master 2. Il y en a qui passent des concours d'école de journalisme. L'avantage, en fait, de la filière droit, c'est que c'est compliqué. C'est assez général pendant les premières années de licence, mais quoi qu'il en soit, si à un moment donné, vous avez peur de vous planter, en fait, de vous tromper, vous aurez toujours la possibilité de bifurquer vers un autre parcours. Et ça, c'est l'avantage, en fait, qu'offre la fac de droit et que n'offre pas, je pense, d'autres parcours qui sont un peu plus spécialisés. Si vous vous sentez de faire du droit, tout simplement, si vous avez envie de travailler, si vous vous sentez capable de fournir les efforts nécessaires, sachant que c'est pas non plus infaisable, hein. Je sais qu'il y a une sorte de mythe autour des études de droit qui disent que c'est très compliqué, etc. Accrochez-vous et surtout n'ayez pas peur de vous planter. Ce qui importe, ce sont véritablement vos motivations. Si elles changent, alors là oui, il faut s'interroger, mais se demander ce que le droit est fait pour moi, je me pose encore la question. Les avocates avec qui je travaille se posent encore la question, donc je pense que c'est une interrogation qui ne disparaît pas en un claquement de doigts. L'essentiel, encore une fois, c'est d'être enthousiaste à l'idée de poursuivre tel ou tel parcours et de regarder ce qui vous rend véritablement heureux. Certes, c'est beaucoup de souffrance de faire des études supérieures, non mais on va pas mentir, c'est 5 années de sacrifice aussi, donc il faut savoir aussi ce pourquoi vous avez envie de sacrifier un peu de votre temps à, je sais pas, voir des amis ou à aller boire des verres. Le mot à retenir, c'est qu'est-ce qui vous motive finalement dans votre parcours. Isma, tu as parlé du barreau. Est-ce que tu peux nous en parler davantage, préciser ce que c'est? Alors oui, c'est vrai qu'on parle toujours de barreau, mais en fait l'intitulé exact c'est le CRFPA. C'est l'examen d'entrée en fait à l'école de formation du barreau. On parle d'examen, mais je dirais plus concours puisque c'est sélectif. Dans la notation, les profs s'arrangent pour justement sélectionner les meilleures copies. Et puis comme il y a plus de 65 000 avocats rien qu'à Paris, c'est ça. Ils ont besoin de délaguer au maximum. Désolée, j'ai l'air un peu pessimiste, mais du coup tu peux parler du concours. Oui, du coup le concours en lui-même. Donc alors moi je l'ai préparé sur 2 mois cet été. Donc comment ça se passe concrètement? Lorsqu'on désire préparer cet examen, on s'inscrit déjà dans une fac qui propose en fait la préparation de cet examen, ce qu'on appelle les IEJ, les instituts d'études judiciaires. Donc moi je l'ai passé à Paris 5 à Descartes. Comment est organisé ce concours? Alors il y a un premier exercice, c'est la note de synthèse. C'est un exercice auquel on n'a jamais été soumis en tant qu'étudiant de droit, donc on ne finit jamais de découvrir certaines disciplines, si je puis dire. Donc il ne faut pas être frustré à l'égard de se dire « Ah mais j'ai jamais fait ça, donc je ne peux pas tenter tel concours », puisque là on était tous finalement sur le même pied d'égalité. Donc il y a la note de synthèse qui a le plus gros coefficient. C'est un exercice où on a un certain nombre de documents et on doit tirer une réflexion strictement limitée à ces documents et pouvoir restituer certaines de ces connaissances tirées des documents sur une copie double. On teste vraiment les qualités d'un étudiant à pouvoir synthétiser des informations, à aller chercher l'essentiel, le cœur même de chaque article et de pouvoir les expliquer de manière très claire et très concise. Ensuite, on peut se spécialiser. Donc il y a d'autres matières, il y a du droit public, du droit des affaires. Moi, j'ai choisi de préparer le barreau en droit pénal. Donc j'avais 2 matières, le droit pénal et la procédure pénale. Comment s'organise le procès, comment s'organise une enquête, et le droit des obligations, c'est ce dont j'ai parlé brièvement tout à l'heure, c'est tout ce qui concerne le droit des contrats, la responsabilité civile. Par exemple, demain je renverse quelqu'un dans la rue, qu'est-ce qui m'arrive concrètement, comment on résout
cette déconvenue. Et donc ça c'était pour les épreuves écrites. Et si on passe ce cap-là, ensuite on prépare ce que l'on appelle le grand oral, qui est un oral devant un jury composé de 3 personnes. Un oral qui est tourné autour de l'ensemble des questions qui intéressent les libertés et les droits fondamentaux, culture juridique notamment, tout ce que l'on a pu amasser comme connaissances au fil de notre parcours, et un autre oral de langue. Comment on fait pour être sûr de pouvoir avoir tous les éléments, toutes les cartes en main pour avoir un bon Master 1? En ce qui concerne cette année, normalement la sélection elle est en Master 2, c'est-à-dire que c'est une fois qu'on valide son Master 1 qu'on sera sélectionné pour entrer en Master 2, donc en Bac plus 5. Il y a une réforme qui est passée récemment en fait, qui a été adoptée l'année dernière et qui va faire passer cette sélection en Master 1, c'est-à-dire qu'à la fin de sa licence, il faudra candidater, donc avec un CV, une lettre de motivation et ses bulletins depuis la première année, pour pouvoir intégrer un Master 1. Et la sélection ne sera plus en Master 2, donc une fois qu'on aura intégré le Master 1, on est parti pour 2 ans. Le Master 2, en fait, c'est le diplôme que les recruteurs vont regarder lorsque vous allez vouloir postuler à un emploi dans un cabinet d'avocat, auprès d'une entreprise pour faire juriste d'entreprise, etc. On va regarder votre Master 2. Le Master 2, en fait, c'est une sorte de petite classe, puisqu'on est généralement entre 20, voire même moins, et 40 par Master 2, tandis que par Master 1, en droit des affaires, par exemple, à Paris 1, on est 500. Et il n'y a pas beaucoup de Master 2 de droit des affaires à Paris 1. Il y en a 3, ils sont archi sélectifs et ils prennent des promotions d'à peu près 30 élèves, toutes universités confondues, puisque la sélection est nationale. C'est-à-dire que vous pouvez postuler à l'université de Rennes, comme vous pouvez postuler à l'université de Strasbourg, etc. Selon les Master 2, les professeurs en charge des Master 2 parfois favorisent les étudiants de leur fac. C'est pas nécessairement le cas partout et tout le temps. Et la sélection est assez rude, parce que les places sont chères. Et il y a des étudiants qui, parfois, mais c'est assez rare, hein, contrairement à ce qu'on dit, se retrouvent sans Master 2 en fait. Parce qu'ils ont redoublé 3 fois leurs études de droit, parce qu'ils n'ont pas su avoir des notes correctes, etc. Tout le monde a peur de pas avoir de Master 2, mais je connais personne, même des étudiants qui ont redoublé 3 fois, à vrai dire, qui n'ont jamais eu de Master 2. Alors certes, il y a des Master 2 qui sont de plus ou moins bonne qualité, si je puis dire, ou qui offrent des débouchés professionnels qui sont plus ou moins intéressants du point de vue des étudiants, mais très peu de gens se retrouvent sans Master 2. Le fait est qu'effectivement, le Master 2 va beaucoup jouer sur votre, entre guillemets, crédibilité dans le monde professionnel. C'est malheureux à dire, mais on va vous juger sur votre Master 2. Pour intégrer le Master 2, il faut avoir eu des bonnes notes généralement. On conseille aussi aux étudiants de faire des stages, puisqu'il n'y a pas de stage obligatoire pendant les 4 premières études de droit. Donc généralement, les étudiants, quand ils redoublent, quand ils font une année blanche, décident de faire un stage d'une année en postulant auprès d'un avocat. Parfois, quand ils ont validé un semestre et pas l'autre et qu'ils redoublent à cause de ça, ils consacrent un semestre à un stage. Et généralement, sinon, on fait des stages d'1 ou 2 mois l'été. Ça, les recruteurs aiment bien. Qu'est-ce qu'on fait comme stage généralement? Ça dépend, ça tout dépend de la profession à laquelle vous vous destinez. Personnellement, je voulais faire avocate ou juriste d'entreprise. Donc j'ai fait un premier stage en licence 2 au tribunal de grande instance de Créteil. En fait, j'étais au greffe pénal et civil. J'avais des missions intéressantes en fait qui constituaient à accueillir les justiciables au tribunal, puis à les guider ou à faire plein de choses, délivrer des certificats de non-appel, enfin des choses qui parleront pas, je pense, à des gens qui n'ont pas encore fait de droit, mais qui restaient intéressants parce que du coup, c'était ma première approche pratique du droit. Et puis l'année dernière, j'ai fait un stage dans un cabinet d'avocat, donc dans le 17e, où donc j'ai pu voir vraiment à quoi ressemblait la vie d'un avocat, la vie d'un type d'avocat, parce que tous les avocats n'ont pas la même façon de gérer leurs affaires. Et tout ça, en fait, ce sont des choses qui vont vous aider en fait à avoir ce qu'on appelle un Master 2. Et ça, bien évidemment, s'ajoutant aux notes, qui sont ce que regardent généralement les professeurs de Master 2. Et c'est la raison pour laquelle il est assez important, malgré tout, d'essayer de se donner à fond dans ses études, d'essayer d'avoir des notes qui sont correctes, parce que les mentions sont très rares en fac de droit. À Paris 1, il y a à peu près 10% de mentions chaque année, sachant que la mention commence donc à la mention assez bien comme au lycée, donc à partir de 12. Généralement, les étudiants, lorsqu'ils ont 11,5, quelque chose comme ça, on considère déjà ça comme étant assez correct, donc même comme étant plutôt bon. Généralement, les étudiants valident à peu près autour de 10, 10,5. Et vous en avez d'autres vous en avez même beaucoup, et ça a notamment été mon cas pendant plusieurs années successives, qui ne valident pas à 9,9 ou 9,98 comme ça m'est déjà arrivé. C'est assez fréquent en fait. J'ai des amis à qui c'est arrivé et qui ont quand même réussi à avoir un Master 2. Donc c'est pas les Master 2 qu'ils espéraient, c'est pas ceux qui sont les plus demandés par les étudiants, mais ils ont réussi à avoir un Master 2, puis à avoir le barreau après, puis à intégrer des entreprises, à faire des métiers dans lesquels ils s'épanouissaient, etc. Donc il y a une certaine dualité dans la mesure où effectivement la sélection en Master 2 c'est ce qui angoisse les étudiants, donc quand on peut, il faut essayer de se donner les moyens de faire le Master 2 que l'on souhaite faire, mais d'un autre côté c'est pas une fatalité non plus, c'est-à-dire qu'il faut savoir prendre du recul par rapport à tout ça, pas se dire en L3 lorsqu'on a redoublé 2 fois, bon ça sert à rien de continuer le droit, je trouverai rien, etc. quand on sait qu'on veut faire du droit, ce serait dommage et bête de se brimer en fait à cause de ça, mais effectivement c'est l'enjeu principal des études de droit, et c'est la raison pour laquelle personnellement, et c'est le cas de beaucoup de gens de ma promotion, on envisage cette année de Master 1 avec une certaine anxiété, ce que ne partagent pas je crois les étudiants de Sciences Po qui sont particulièrement chanceux entre guillemets sur la question
question. Et je pense qu'Isma, du coup, va pouvoir nous en dire un petit peu plus. Oui, parce que en fait, à l'issue de la 3e année d'études à Sciences Po, on obtient le diplôme du bachelor, c'est ce qui correspond à la licence. On nous demande certes d'envoyer un CV, une lettre de motivation à l'école de droit de Sciences Po, mais je dirais que c'est davantage une formalité ou pour vérifier que l'étudiant ne se trompe absolument pas de vocation et ne se méprend pas sur ce qu'on attend et ce qu'il va pouvoir recevoir comme enseignement à l'école de droit. Pouvez-vous nous parler des débouchés? Concrètement, les études que vous faites en droit, à quoi mènent-elles en fait? Toi, Isma, qui parlait du barreau, justement, je pense que tu peux enchaîner. Au métier d'avocat, oui. On peut aussi, avec des études de droit, devenir magistrat, juge. J'ai des amis qui ont passé le concours de l'École nationale de la magistrature. Voilà, c'est les 2 grands concours auxquels on est formé, du moins à Sciences Po, ceux auxquels on est préparé. Après, il y a d'autres métiers, huissier de justice, juriste d'entreprise, dans les services juridiques, notaire aussi, ceux qui me viennent principalement en tête. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est les débouchés en droit généraux, etc. Mais vous avez beaucoup de gens qui se lancent dans des trucs qui n'ont pas forcément à voir avec le droit. Vous avez beaucoup d'étudiants en droit, notamment, qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Vous avez des gens qui décident de faire totalement autre chose, qui décident de travailler dans le commercial, etc. Donc même en Master 2, vous avez la faculté en fait de faire autre chose que du droit. Mais c'est ça qui est intéressant aussi avec le droit, c'est que c'est aussi un trait d'union avec d'autres matières. Et puis concrètement, voilà, avec le droit, on est mieux averti lorsqu'on veut monter son entreprise. C'est ce que dit justement William. Donc finalement, le droit vous est utile à chaque instant de vos vies. C'est ça, exactement. On n'a pas mieux dit. Ouais. Écoutez, merci beaucoup pour ces fragments éclairés qui permettront, je pense, et je l'espère, à nos lycéens et étudiants aussi, de pouvoir mieux discerner en fait tous les aspects et les enjeux du droit. Merci beaucoup Isma et merci beaucoup William. Merci à vous. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro de Trace ta route. À bientôt. À bientôt.